Bonjour. Oh, je ne suis pas venue, je suis pas venue en Suisse de façon volontaire et je n'ai pas l'intention d'y rester volontairement plus longtemps que nécessaire. Je suis ici de façon temporaire. Euh, Lorsque j'ai été expulsée, je me suis dit que je quitterais la Suisse dès lors que le gouvernement Ouattara serait éjecté du pouvoir. Donc je m'étais préparée pour rester à peu près une année en Suisse. Là, les élections n'ont pas pu avoir lieu à cause de la forfaiture que le pouvoir sortant voulait perpétrer. Nous y reviendrons par ailleurs. Et la parodie d'élection qui a eu lieu fait que peut-être mon retour sera décalé de quelques semaines. Mais je n'ai pas du tout l'intention de m'éterniser en Suisse. Je l'ai dit en entame, j'ai choisi de vivre en Afrique, c'est là que se situe mon combat. Alors ce que je fais depuis que je suis là depuis un an, je continue mon combat, toujours. Vous savez, j'ai commencé quand on a créé Leader, j'étais basée au Ghana. Ça ne m'a pas empêché de participer à la création du parti, au lancement de ses activités. Nous sommes à l'ère d'Internet aujourd'hui. Le monsieur qu'on appelle coronavirus est venu mettre tout le monde un peu dans ma situation. Donc tout le monde se retrouve un peu bloqué quelque part, soit chez eux, soit dans un autre pays, et forcé, contraint de travailler à distance. Donc je n'ai été que la précurseur d'une tendance mondiale. Donc je continue mes activités pour Leader, je continue de me battre pour que tombe le système de la France-Afrique que je combats. Je reste focalisée sur la Côte d'Ivoire parce que je pense que c'est effectivement le pilier de cet édifice France-africain que nous devons abattre, et que si on abat le mur porteur, le reste va tomber. Et je pense que ce qui s'y passe actuellement est porteur d'espoir pour un retour rapide, non seulement de moi-même, mais de tous ceux qui ont été exilés ou qui ont été contraints à l'exil de façon involontaire, de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire. Oh, une relation qui évolue selon les moments où l'on se situe. Lorsque j'ai été expulsée de Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis exprimée, à propos de laquelle je me suis exprimée auparavant, mais il faut savoir que le gouvernement ivoirien a bloqué mes avoirs en Côte d'Ivoire. Alors, ils ont expulsé Nathalie Yan, mais n'ont pas expulsé l'argent de Nathalie Yan. Donc, il a fallu que je bataille pendant presque 4 mois, un peu plus de 4 mois, pour pouvoir reprendre la main sur mes avoirs. Tout ça en sachant que j'avais été expulsée sans rien, sans pouvoir rien prendre. Pas de papier, pas d'argent, pas de médicaments, pas d'habits, rien, quoi. J'ai été vraiment arrêtée, détenue et puis mise dans l'avion. Et à cette époque-là, je dois avouer que l'ambassade suisse à Abidjan m'a aidée à faire pression sur le gouvernement pour que mes avoirs soient libérés. Et puis, vous savez, les choses évoluant, arrivée en Suisse, j'ai eu de bonnes relations avec des parlementaires, des députés, les membres du Parti socialiste notamment, puisque Leader fait partie de l'Alliance progressiste à laquelle appartient également le Parti socialiste, donc c'est un parti frère. J'ai eu l'occasion d'aller discuter devant les députés de la Commission des Affaires étrangères du Parlement suisse pour exposer la situation en Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, il n'y a eu vraiment aucun problème. Il y a même eu ces rencontres ainsi que le travail effectué par la délégation Leader Suisse-Italie a permis d'amener des questions au Parlement, questions au gouvernement posées au Parlement par les députés de nos partis frères, notre parti frère. Ça s'est bien passé. Par contre, en Côte d'Ivoire, je dois avouer que la nouvelle ambassadrice de Suisse se comporte de façon assez antagoniste à mon endroit. Elle a
Bon, il faut dire que c'est une dame qui a occupé des fonctions ici en Suisse au sein du département fédéral des affaires étrangères en charge de la francophonie. Donc la façon française de gérer l'Afrique a très certainement fortement déteint sur elle. Et elle est devenue une activiste pro-Ouattara qui essaye de diaboliser Nathalie Yamb. Et je trouve que ce jeu-là est très dangereux. Parce que ça me met en danger. Vous avez évoqué tout à l'heure la volonté de certains, dont cette dame, mais également de la France, de vouloir m'estampiller comme agent russe. Je n'ai aucun problème avec la Russie, je veux que ce soit bien clair, je n'ai aucun problème avec la Russie, je n'ai aucun problème avec la Chine, je n'ai aucun problème avec la Turquie, parce que j'ai regardé dernièrement M. Macron s'exprimer en ayant mon image en tête. Apparemment mon discours l'a fortement traumatisé. Je ne suis pas sur la feuille de paye de ces puissances-là. Mais force a été pour moi de constater qu'effectivement les cauchemars des uns ne sont pas les cauchemars des autres. Lorsque je suis arrivée en Suisse, cette année-là m'a fait comprendre que pour les Occidentaux, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, que sais-je, sont vraiment des épouvantails. Oui, des monstres qu'il faut abattre. Des monstres qui ne sont pas les miens. Qui ne sont pas les miens, et je m'en rends compte parce que, pas seulement en politique, mais même quand je parle avec des membres de ma famille ici en Suisse, il y a, quand ça touche la Russie, ça fait comme ça, et je les regarde et je leur dis non, pour moi, l'épouvantail, mais pas seulement l'épouvantail, le tortionnaire, c'est la France, et la France-Afrique. Alors on appelle France-Afrique, mais dedans, c'est un système. C'est pas le citoyen français, c'est l'État français et ses multinationales, dont certaines sont en Suisse, dont certains acteurs sont pas forcément des Français, mais font partie du système. C'est eux qui nous oppressent, c'est eux qui nous oppriment, c'est eux qui nous spolient, et c'est eux que je combats. Et quand je regarde l'histoire de l'Afrique, je ne vois pas une colonisation faite par la Russie. Je ne vois pas une colonisation faite par la Turquie. Par contre, je vois une colonisation faite par la France, qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Félix Moumié, un indépendantiste camerounais, a été assassiné en Suisse par les services secrets français, à l'époque, avec l'approbation des services suisses. Donc, voir une ambassadrice être en train d'intriguer pour m'estampiller agent russe, une ambassadrice de mon propre pays, je trouve ça très étrange et j'ai pris les mesures nécessaires pour prendre attache avec le gouvernement suisse pour que ces agissements cessent et qu'on me fournisse des explications là-dessus. Tout à fait. Donc, ça me permet de rebondir sur une question qui devait suivre, mais que je vais poser directement maintenant en entendant. Et il nous est revenu aussi que vous aviez été bloqué justement par l'ambassade de Côte d'Ivoire sur son compte Twitter. J'ai été bloquée par l'ambassade suisse en Côte d'Ivoire. Tout à fait, il y a quelques jours de cela. Madame Anne Lugon-Moulin a fait une publication pour faire la prodada de l'engagement des femmes en politique en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris son tweet et j'ai simplement souligné qu'il semblait que cet engagement soit à géométrie variable, car les femmes qui s'engagent en politique en Côte d'Ivoire, il y en a. Et puis, souvent, quand elles ne font pas partie du cercle au pouvoir, elles finissent en prison. Il y a Pulchérie Ballet, qui est une amie, qui est emprisonnée depuis près de 4 mois maintenant. C'est une personnalité de la société civile.
qui a simplement protesté contre le troisième mandat illégal de M. Ouattara, qui se retrouve en prison. Il y a des femmes de différents partis politiques qui sont emprisonnées. Il y a même des dirigeantes de partis politiques qui sont pourchassées par la police. Il y a des gens comme moi qui sont expulsés. Je trouve très intéressant que pour avoir fait remarquer le 2 poids 2 mesures de l'engagement de l'ambassadrice suisse, elle trouve nécessaire de me bloquer sur Twitter. C'est assez inhabituel. Tout à fait surprenant. Oui, parce que dans les pays occidentaux, généralement, on a vu, il y a eu même un jugement du tribunal aux États-Unis qui interdit à Donald Trump de bloquer les gens qui le suivent parce qu'il est titulaire d'une fonction publique. Et donc, il a le devoir d'échanger. Si vous êtes privé, il n'y a aucun problème. Moi, Nathalie Young, qui n'ai aucune fonction publique, je peux très bien bloquer qui je veux, comme je veux, quand je veux. Mais dès lors que je détiens une fonction publique, bon, j'ai l'obligation d'écouter les uns et les autres. À la limite, si je ne veux pas regarder ce qu'ils écrivent, je peux toujours les masquer. Mais les bloquer, surtout pour l'ambassadrice d'un pays réputé neutre et très attaché à la liberté d'expression. Mais c'est dans la droite ligne de ce que Mme Anne Lugon-Moulin a mis à jour comme comportement. Elle a certainement beaucoup d'affinités avec la France et peut-être même avec la France-Afrique. Tout à fait. Et vous entendez vous donner une suite judiciaire à tout cela? Oui, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris attache avec le gouvernement suisse pour que les agissements nuisibles de cette dame cessent à mon endroit. Ça a réaffermi mon engagement politique. Vous savez, dès lors qu'on se lance en politique, surtout en Afrique, on sait qu'on est, on est dans une position à risque. Lorsqu'on s'attaque en plus à la France-Afrique, à la France et à ses laquais, alors là, c'est carrément le permis pour être abattu. Donc, ça fait très longtemps que je suis engagée politiquement, même si ça ne fait que 9 ans que j'ai pris la carte d'un parti politique. Mais j'ai toujours eu des opinions politiques très affirmées. Le combat contre la France-Afrique, je l'ai commencé bien avant l'existence de Leader. J'ai simplement compris à un moment donné qu'il était extrêmement important de ne pas être simplement une activiste, mais de pouvoir devenir une femme politique qui va pouvoir mettre en œuvre ce que l'on veut faire pour faire tomber la France-Afrique et créer la nouvelle Afrique qui va suivre après. Mon expulsion m'a encore plus motivée, si cela était possible, parce que je me suis rendu compte que j'avais touché là où ça fait mal. Et moi, je suis un peu teigneuse de nature, donc quand je découvre là où ça fait mal, j'appuie bien, même je vais chercher des talons aiguilles et puis j'enfonce bien et je tourne. Et donc, je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Ça m'a, naturellement, ça a bouleversé ma vie, mon quotidien, mes perspectives, ce que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes amis, enfin j'ai été éloignée de mes amis, j'ai été éloignée de l'endroit où j'avais décidé de vivre, où j'avais construit mon existence. Il faut un temps de réadaptation, mais comme dans ma tête je ne suis ici qu'en transit, j'ai pas trop de soucis avec ça. Donc l'engagement politique est toujours là et encore décuplé. J'ai des regrets quand même, parce que mon expulsion ne m'a pas permis d'accompagner un meilleur ami qui souffrait d'un cancer depuis 4 ans et qui est décédé en avril, le 7 avril. Je n'ai pas pu être là pour l'accompagner sur ces derniers mois, alors que j'étais là depuis de longues années. Je n'ai pas pu l'accompagner à sa dernière demeure. Ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal à pardonner, je dois avouer. Ça, c'est compréhensible. Mais pour le reste, je suis là et encore plus motivée que jamais.
on est à l'ère du digital, je l'ai abordé tout à l'heure, quand on a lancé Leader, j'étais basée au Ghana. Alors c'est vrai, je venais assez régulièrement en Côte d'Ivoire pour les week-ends et tout ça, mais je travaillais quand même à l'étranger. Donc ça n'a pas entaché nos relations, ça n'a eu aucun impact sur nos relations. Ça a peut-être eu un impact sur mes activités sur le terrain en Côte d'Ivoire, parce que en tant que membre de Leader et en tant que personne individuelle, j'avais des activités au sein du parti, j'avais des activités caritatives, je faisais plein de choses, j'avais des activités à la mairie d'Azaguié. Donc ça, c'est des choses qu'il est aujourd'hui plus difficile de gérer, mais la relation de conseillère exécutive à candidat et membre de la direction de Leader n'a pas du tout changé. Est-ce que ça l'a impacté lui? C'est à lui qu'il faudra poser la question. Mais sinon, nous sommes toujours en termes fructueux de travail. Nous n'avons jamais faibli. D'ailleurs, je pense, même si c'est flatteur de dire que mon départ tendait à affaiblir Mamadou Koulibaly, mais je connais Mamadou Koulibaly depuis 15 ans. Mamadou Koulibaly était fort avant de me connaître et je lui souhaite d'être fort jusqu'à la fin de sa vie. Non, le plan était certainement cela, d'affaiblir Mamadou Koulibaly, d'affaiblir Leader, mais ça n'a pas réussi, parce que la seule chose qui peut affaiblir un parti politique, c'est s'il n'y a pas de relève, s'il n'y a pas de formation et que tout est concentré sur un homme. On vient de le voir en Côte d'Ivoire. Le candidat d'un pseudo grand parti, comme ils aiment le dire, les partis significatifs qui existent depuis quasiment 30 ans, est là, et puis il décède, et malgré cette immensité de ressources humaines, soi-disant au sein du RDR, il ne s'en trouve pas un autre que le président sortant pour dire, bon, mais puisque notre candidat est décédé, c'est moi qui prends la relève. Nous n'avons pas ce problème à Leader. Mamadou Koulibaly est notre candidat, il est la figure de proue de notre parti, mais dès que vous regardez à gauche et à droite, vous en voyez plusieurs qui sont capables aujourd'hui de prendre la relève et de continuer à porter ces idées, parce que nous ne sommes pas construits autour de l'adoration d'une personne, mais autour de la défense d'un projet et autour de convictions construites autour d'un idéal. Donc non, ça n'a pas... Ça a peut-être espacé nos rencontres, parce que Corona est venu bloquer tout le monde chez soi, mais sinon, une fois que les frontières et que la circulation sera beaucoup plus normale un peu partout, il n'y aura aucun souci. Je vais d'ailleurs peut-être me relocaliser en Afrique dans les prochains mois. Donc non, absolument aucun problème. Je saisis cette occasion pour aussi rappeler que j'étais également la porte-parole et la représentante du président Jerry Rawlings. Justement, j'allais en venir. Au sein du comité international pour le mémorial Thomas Sankara au Burkina Faso. Et lui aussi, je ne le voyais pas souvent. Physiquement, ça ne nous empêchait pas d'être en relation permanente l'un avec l'autre. Aujourd'hui, on peut très bien travailler en mode digital. Un coup dur personnellement pour moi, pour sa famille, mais pour l'Afrique aussi. Le président Rawlings, Jerry Rawlings, est un mentor, un baobab. Pour la souveraineté, la conquête de la souveraineté africaine, l'affirmation de notre culture, pour la construction d'un mental fort, pour la lutte contre la corruption. Et le plus grand héritage qu'il a laissé au Ghana et qui se perpétuera ad vitam aeternam, c'est la démocratie. C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, par 2 coups d'État d'ailleurs, et qui a réussi à transformer ce coup d'État
en essence d'une démocratie pérenne pour le pays. Il a mis en place le cadre législatif, électoral, qui permet des élections apaisées, des élections joyeuses tous les 4 ans, des alternances sans qu'il n'y ait un seul mort. Il a quitté lui-même le pouvoir de façon tout à fait pacifique et sereine, et d'ailleurs, lorsqu'il a quitté le pouvoir, c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Il a contribué au changement de mentalité des Ghanéens, ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'il arrive au Ghana, jamais les Ghanéens n'accepteront de revenir en arrière. Et ce monsieur, bon, c'est vrai, il avait déjà 73 ans, mais 73 ans, il était encore en pleine forme. Et contrairement à mon ami dont je parlais tout à l'heure, là, c'est venu vraiment de façon très, très subite. Aucun de nous n'était préparé à ça, et ça va être dur d'avoir de nouveau en Afrique une telle figure. Vous savez, de son vivant, il n'a jamais accepté qu'on nomme un édifice ou une rue ou quoi que ce soit à son nom. Et un jour, j'ai discuté avec lui et je lui ai demandé « Mais pourquoi tu veux pas qu'on nomme quelque chose à ton nom ?» Et il m'a dit non, parce que ce que j'ai fait, tous les Ghanéens l'ont dans le cœur. Et je lui ai dit, tu sais, la meilleure chose qui porte ton nom au Ghana, c'est la démocratie. Et maintenant qu'il n'est plus là pour voir l'aboutissement de notre lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, cela me motive encore plus pour continuer, pour faire aboutir ce combat. Il était résolument à nos côtés dans ce combat contre la France-Afrique, contre le franc CFA, contre les dictateurs, les corrompus, les népotistes. Et il est de notre devoir, pour faire vivre son héritage, de combattre le bon combat, celui de la justice, de la liberté, de la souveraineté qu'il menait, qu'il incarnait. Merci. Et nous dirons même que, nous ajouterons que, bien évidemment, nous inclinons devant la mémoire de ce grand homme, et vous traduisons encore nos sincères condoléances encore. Et nous dirons que pour nous, notre génération, c'est la deuxième grosse perte générationnelle après Thomas Sankara en 1984. C'était 2 bons amis. Ils étaient très amis. Nous étions très gosses, mais nous avions beaucoup d'estime pour ces deux-là. Ils étaient très amis, et comme je le disais tout à l'heure, il était le président d'honneur du Comité international pour le mémorial Thomas Sankara. Donc c'est également tout ce comité qui est en deuil. Il portait ce dossier vraiment à bout de bras. Il secouait partout. Je suis allée plusieurs fois avec lui au Burkina Faso. J'ai assisté en son nom à des conseils de gouvernement au Burkina Faso pour faire avancer ce dossier. Je suis certain que Thomas et Jerry, de là où ils sont, nous regardent et nous disent de continuer la lutte. Elle peut sembler inhabituelle, mais elle ne l'est pas. Bon, c'est vrai que la situation en Côte d'Ivoire est particulière. Il y a eu une parodie d'élection qui s'est déroulée dans un cadre de complète illégalité, et les personnes qui respectent la Constitution ont constaté donc que le président de la République a amené la Côte d'Ivoire hors la loi. Et donc, ont annoncé une transition. C'est une équipe, hein, c'est vraiment plusieurs forces de l'opposition, de la société civile, etc., qui s'unissent pour dire on ne laissera pas violer notre Constitution. Le professeur Coulibaly, lui, en tant qu'individu, ça fait des années qu'il s'exprime. Je crois qu'il n'y a aucun politicien, aucun homme politique qui s'exprime autant que le professeur Coulibaly en Côte d'Ivoire.
chaque semaine depuis 3 ans, tous les jeudis, vous en avez parlé, chaque semaine depuis 3 ans, il explique une partie de son programme où il commente l'actualité et met en face les propositions que lui apporte pour remédier à certains problèmes, donne des impulsions, essaye d'aboutir à un changement de mentalité. Il le fait depuis plus longtemps que ça, mais dans la forme des jeudis de Koulibaly, c'était vraiment depuis 3 ans. Et nous pensons que maintenant il est temps qu'il prenne un peu, qu'il fasse silence peut-être pour qu'on l'entende mieux. Car beaucoup de gens aiment ce qu'il dit, réfléchissent à ce qu'il dit, mais on ne peut pas rester dans le verbal. Il faut passer à l'action. Et pour beaucoup de personnes, je crois, regarder les jeudis, liker et partager, c'était le summum de leur action. De leur engagement. Alors nous avons décidé d'arrêter un peu ça pour que les gens se remettent en question eux-mêmes. On a tout dit, on a tout proposé. On propose des réformes pour le foncier, pour la justice, on propose des réformes pour le cadre législatif des élections, parce que c'est le b.a.-ba. Si vous avez la possibilité d'aller choisir sereinement quelqu'un, sans que l'élection soit volée, biaisée, fraudée, truquée, la personne vient avec un programme, l'implémente, et puis au bout de 5 ans, on voit si ça nous a convenu, on renouvelle. Si ça ne nous a pas convenu, on lui dit, bon, ton temps va te reposer, on va choisir quelqu'un d'autre, on va essayer autre chose. C'est pas la fin du monde. Donc toutes ces propositions, il les a faites, il les a déclinées, il les a modélisées, il les a implémentées, il a donné le mode d'emploi pour y arriver. Mais à un moment donné, il faut bien que les gens se soulèvent de leur chaise, de leur salon, et puis se mettent à agir. Alors c'est vrai que je reçois personnellement énormément de commentaires, de demandes, de comment ça va, pourquoi il ne parle plus, il faut qu'il parle. Je pense qu'il a suffisamment parlé pour l'instant. Il reparlera bien sûr, mais aujourd'hui Mamadou Koulibaly est dans l'action. Il est sur le terrain, lui il a laissé la parole, il est sur le terrain. Et il travaille à ce que voilà, la désobéissance civile soit effective en Côte d'Ivoire. Mon premier message, ce serait d'abord de leur dire Yako. Pour ceux qui ont perdu des membres de leur famille, des proches. Yako également à ceux qui sont blessés, mutilés, à ceux qui ont perdu des biens, à ceux qui ont perdu la liberté, qui sont emprisonnés, Yako. Il est très rare que les révolutions se passent sans qu'on ait à payer un prix. Certains s'en sortent sans trop payer de pots cassés, d'autres perdent leur vie et puis il y a tout ce qui se passe au milieu. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fait pas pour un homme ou pour une femme. On le fait pour un pays, un continent. Des gens comme moi, qui avons 2 nationalités, ou certains en ont 3, 4, on peut se dire, on a toujours le moyen de repartir ailleurs. La majeure partie des Ivoiriens n'ont que la Côte d'Ivoire. Ils n'ont que la Côte d'Ivoire. C'est leur pays, c'est l'endroit là où ils sont chez eux. Normalement, un Africain est chez lui partout en Afrique, mais comme le colon a bien fait son travail de division, on est toujours en train de voir le voisin comme un intrus alors qu'on est tous chez nous. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique francophone, il y a des pays qui ont payé un prix lourd pour l'indépendance. Le Cameroun a payé un très lourd tribut pour la lutte pour l'indépendance, que la Côte d'Ivoire n'a pas payé à l'époque, parce que la Côte d'Ivoire et le Gabon étaient les précarés réservés de la France. C'était le 21e et 22e arrondissement de Paris, quoi. Aujourd'hui est venu pour les Ivoiriens le moment de la lutte pour l'indépendance. Et les Occidentaux, les Français, l'État français,
pour eux, vos vies ne comptent rien. Ça ne compte rien. Les Noirs, c'est comme si c'est des animaux, qu'ils se tuent pas, qu'on les tue pas, qu'ils meurent pas. On s'en fiche, on s'en gabarre. Le moment est venu, aujourd'hui, de vraiment être conscient de ce qui se joue. Les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, les risques que vous allez prendre, vous ne les prenez pas pour quelqu'un, vous les prenez pour vous-même, vous les prenez pour vos enfants, pour que la situation s'améliore. Il y a ceux qui coupent les routes, qui barrent les routes, qui bloquent les accès, etc. Il y a ceux qui vont prendre des dossiers et puis les amener à la justice internationale, puisque la justice nationale n'existe plus. Donc amener certains de ces dossiers devant la justice internationale pour que réparation ait lieu pour les victimes. Et puis il y a ce que vous et moi et tout un chacun peut faire sans vraiment mettre sa vie en danger, mais qui peut nous permettre de porter des coups sévères à notre adversaire. Et je voudrais appeler à ce que chacun se rende compte de l'efficacité de ce qu'un boycott peut nous permettre d'obtenir. La France-Afrique, on l'a déjà dit, c'est un système avec une dimension politique et une dimension économique. Les multinationales, d'ailleurs quelqu'un disait on peut l'appeler la multinationale Afrique maintenant, parce que c'est vraiment le magma des multinationales et du rapatriement des bénéfices et des flux illicites, etc. Si on commence à targeter les piliers économiques de cette France-Afrique, on va les affaiblir. J'ai pris l'exemple d'Orange, parce que Orange, c'est l'État français, c'est une société publique française. Il y a Air France. Alors, on peut aller en Côte d'Ivoire sans prendre Air France. On peut aller en prenant Turkish Airlines, en prenant SN Bruxelles, en prenant... Il y a plein, hein, on peut vraiment... Emirates, c'est un peu plus long, mais... Éviter les produits français. Éviter les produits, les services français, là où c'est possible. On n'est pas obligé d'aller faire ses courses chez Carrefour ou chez Place. On peut aller acheter sa tomate au marché, on peut aller acheter son poisson au marché, on peut trouver des endroits où on achète. On n'est pas obligé d'acheter son gaz chez Total, ni d'aller prendre de l'essence dans une station Total. On n'est pas obligé d'acheter des parfums français. Touchons-les là où ça fait mal. Touchons-les au porte-monnaie. Pour ça, on ne vous demande pas de descendre dans la rue, on ne vous demande pas d'aller couper des arbres pour bloquer des rues, mais jetez votre puce Orange. C'est un petit geste pour vous, mais c'est quelque chose qui fera avancer la lutte. Pareil, on a cette télévision qui pollue. Peut-être que... Vous savez, il y a quelques années, j'ai décidé de ne plus payer la redevance RTI. Oui. Parce que leader, et puis à l'époque son président, et nous-mêmes, les militants, nous ne passons jamais à la RTI. Oui. Et pourtant, sur chaque facture d'électricité, on me prélevait mes 2000 francs de redevance RTI. Donc j'ai décidé de payer mes factures d'électricité sans payer les 2000. Mais bon, j'avais annoncé ça sur Internet, comme j'étais très suivie, les gens m'ont regardé, et puis la CIE était au rebond. Je crois le 3e mois où j'ai pas voulu payer, ils ont dit à ma ménagère que j'avais envoyé pour payer, que si on ne payait pas les 6 000 qui restent là, on va venir couper pour dire ça à ta madame là-bas. Mais si demain 100 000, 200 000, 300 000 personnes, je ne sais pas combien de clients sont à la CI, mais si ce n'est pas une personne qui fait ce boycott des 2000 francs, mais 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui décident de ne plus payer la redevance RTI, la CIE ne pourra rien faire. Parce que s'ils coupent le courant chez eux, ils vont gagner quel argent? Tout à la fin. Donc, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on arrête de payer des impôts.
Il faut qu'on arrête de payer des impôts. Mais il ne faut pas qu'une seule personne arrête de payer des impôts. Il faut que toutes les entreprises, les hommes d'affaires qui se disent que bon, vraiment, on veut un pays où on peut faire des affaires librement, où on peut avoir la libre concurrence, où on peut faire des trucs, la stabilité, etc. Il faut qu'on arrête de payer des impôts pour contraindre ce gouvernement illégal à dégager et puis permettre la mise en place d'un cadre électoral qui va faire émerger une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Si c'est une seule entreprise qui le fait, elle sera poursuivie. Mais si c'est des centaines et des milliers d'entreprises qui le font, ça va être difficile de tous les poursuivre. D'autant plus que, bon, on n'est pas nécessairement reconnu pour notre système informatique très performant et notre connexion des données très performante. Donc, mon appel aux Ivoiriens, c'est vraiment de dire, c'est pas le moment de faiblir. Ce gouvernement est atteint. M. Ouattara se trouve aujourd'hui comme dans la situation de quelqu'un qui a traversé une rivière jusqu'à sa moitié et qui ne sait pas s'il doit avancer ou reculer. Nous, les hommes et les femmes politiques, nous menons une partie du combat. Nous théorisons, nous donnons des idées, nous donnons une direction, mais derrière, c'est chaque citoyen qui doit, à son niveau, implémenter dans le contexte de sa vie personnelle les mots d'ordre, comme on dit. Alors si on vous dit désobéissance civile ou boycott, bon, si je n'ai pas de voiture, je ne vais pas dire je boycotte total. Mais si j'ai une puce orange, je vais chez Move, je vais chez MTN, je fais un autre truc, je choisis d'autres moyens. Si chacun le fait, ce gouvernement va tomber comme un fruit mûr, comme disait l'autre. Va tomber comme un fruit mûr. Mais si vous attendez que ce soit juste un petit groupe de personnes qui fassent tout, qui disent tout, qui décryptent tout, alors ce monsieur a de beaux jours devant lui. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont en danger, c'est toute l'Afrique francophone qui est menacée. Si Ouattara et Macron réussissent à pérenniser la France-Afrique en Côte d'Ivoire, qui devient d'ailleurs la multinationale Afrique. Multinationale Afrique. Oui, parce que ça se dématérialise. C'est-à-dire France-Afrique, c'est le vieux nom. C'est le vieux nom. Mais derrière, c'est vraiment des intérêts économiques. Dedans, vous trouvez des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises françaises, mais qui font, dans le canal des flux illicites, tirent leurs bénéfices et puis redonnent une partie à la France après pour qu'elle puisse continuer à financer ses djihadistes, ses guerres, ses bases militaires, etc. Donc, ne faiblissez pas. Le monsieur est mélangé. Les actions que vous menez dans le cadre de la désobéissance civile depuis plusieurs semaines bloquent et ont un impact sur le gouvernement. Mais il faut que cet impact grandisse, il faut qu'il devienne vraiment comme un carcan qui va contraindre ce gouvernement à céder et à dire « Ok, on a fait ce qu'on a pu, mais là, maintenant, on est obligé de plier devant la volonté de démocratie, la volonté de liberté, la volonté de souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. » Ne faiblissez pas. Merci Nathalie Niam. Chers téléspectateurs, vous étiez à Je vois bouge pas, la rubrique de satire et de traitement de l'actualité politique sans langue de bois. Merci encore Nathalie Niam de l'honneur que vous nous avez fait de participer à cette rubrique-là. Et bonne année encore, je dirais joyeux anniversaire d'arriver en Suisse. Et nous espérons, tout le mal que nous pouvons vous espérer, c'est d'avoir encore la niaque, la haine nécessaire, la force nécessaire de tenir bon et de mener votre combat. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.